Hiver 1883. La petite ville de Saint-Étienne est secouée par une nouvelle qui défie toute logique. Armand Valcourt, puissant industriel propriétaire de 3 manufactures de tissage et héritier d'une des familles les plus anciennes de la région, annonce son mariage précipité avec Léonie Marchal, la femme de ménage muette qui nettoie ses bureaux à l'aube. Pour l'élite locale, c'est incompréhensible. Pour les ouvriers, c'est terrifiant. Mais derrière ce mariage se cache bien plus qu'un simple scandale social. Un crime ancien, une fortune bâtie sur le sang et une vengeance minutieusement orchestrée sont sur le point de révéler la véritable nature d'Armand Valcourt et le prix terrible de ses ambitions. Le 15 janvier 1883, un froid mordant s'abattit sur Saint-Étienne comme un linceul. Les cheminées des manufactures Valcourt crachaient leur fumée noire dans un ciel d'étain, et les pavés glacés de la rue Michelet luisaient sous la bruine persistante. À 5 heures du matin, alors que la ville dormait encore dans l'obscurité hivernale, une silhouette frêle traversait la cour déserte de la manufacture principale. Léonie Marchal avait 32 ans, mais son corps voûté et ses mains crevassées lui en donnaient 10 de plus. Ses cheveux châtains, toujours attachés en un chignon serré, encadraient un visage pâle aux traits tirés. Elle ne parlait jamais, pas un mot. Certains disaient qu'elle était née ainsi, d'autres murmuraient qu'un traumatisme l'avait rendue muette. Personne ne connaissait vraiment son histoire. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube pour nettoyer les bureaux administratifs de la manufacture, effaçant les traces de la journée précédente avant que les contremaîtres et les comptables n'arrivent. Elle travaillait dans un silence absolu, invisible, oublié, exactement comme Armand Valcourt l'avait voulu lorsqu'il l'avait engagée 3 ans auparavant. Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait changé. Armand Valcourt se tenait dans son bureau du premier étage, les mains crispées sur le rebord de la fenêtre, observant Léonie traverser la cour. À 47 ans, il était encore considéré comme un homme dans la force de l'âge. Grand, les épaules larges, le visage buriné par les responsabilités, il portait toujours des costumes impeccables et une montre en or qui avait appartenu à son père. Ses cheveux grisonnaient aux tempes et ses yeux sombres, autrefois perçants, trahissaient depuis quelques mois une fatigue profonde. Derrière lui, sur son bureau en acajou massif, s'empilaient des documents qu'il aurait préféré ne jamais voir. Des lettres de créanciers, des sommations, des contrats qu'il ne pouvait plus honorer. La fortune des Valcourt, bâtie sur 3 générations, s'effondrait, et lui seul connaissait la véritable raison. Un coup discret à la porte le fit sursauter. « Entrez !» Maître Gaston Bertrand, notaire de la famille Valcourt depuis 20 ans, pénétra dans le bureau avec l'expression grave d'un homme portant un secret trop lourd. C'était un homme replet d'une 60aine d'années, au visage rougeau et aux favoris blancs impeccablement taillés. Il tenait sous le bras une sacoche de cuir usée. « Monsieur Valcourt, tout est prêt, dit-il d'une voix basse. Les documents sont en ordre. » Armand se retourna lentement, le visage fermé. « Vous êtes certain que cela fonctionnera ?» Le notaire hésita. Il ouvrit sa sacoche et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture serrée. « Légalement, oui. En épousant mademoiselle Marchal et en transférant la propriété de vos biens à son nom, vous les protégez de vos créanciers. La loi est claire. Les biens d'une épouse ne peuvent être saisis pour les dettes contractées par le mari avant le mariage. C'est un montage juridique parfaitement valable. Et personne ne pourra contester ? Personne, répondit Bertrand avec une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. Tant que le mariage est légal et que les transferts sont effectués correctement. Mais, il s'interrompit, mal à l'aise. Mais quoi, Bertrand? Monsieur Valcourt, pardonnez ma franchise, mais cette démarche est inhabituelle. Épousez votre femme de ménage pour protéger votre fortune. Les gens vont parler. Ils vont poser des questions. Et si jamais quelqu'un découvre la véritable nature de ce mariage, tout pourrait s'effondrer. Armand s'avança vers lui, les mâchoires serrées. « Que voulez-vous que je fasse d'autre, Bertrand? Que je laisse ces vautours s'emparer de tout ce que ma famille a construit en 3 générations? Que je perde les manufactures, la maison, tout? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi elle? Pourquoi Léonie Marchal ?» Armand détourna le regard.
La question le hantait depuis qu'il avait conçu ce plan désespéré. « Parce qu'elle ne peut pas parler », murmura-t-il. « Parce qu'elle n'a pas de famille, pas d'amis, pas de relations. Parce qu'elle est invisible. Personne ne s'intéressera jamais à elle, personne ne cherchera à comprendre. Et surtout, il s'interrompit, fixant la fenêtre, où la silhouette de Léonie disparaissait à l'intérieur du bâtiment. Surtout parce qu'elle n'a aucun moyen de me trahir. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Bertrand rangea ses documents avec des gestes nerveux. Le mariage est prévu pour cet après-midi à 15 heures, à la mairie. J'ai arrangé les choses pour que ce soit discret, seulement les témoins obligatoires. Bien. Et les transferts de propriété? Ils seront effectués immédiatement après la cérémonie. D'ici demain soir, tout sera au nom de votre épouse. Officiellement, vous ne posséderez plus rien. Armand acquiesça lentement. C'était un pari insensé, il en avait conscience, mais il n'avait plus le choix. « Elle a accepté » demanda Bertrand. Armand eut un sourire amer. « Vous croyez qu'elle avait vraiment le choix ?» À 13 heures, Léonie fut convoquée dans le bureau d'Armand. Elle entra sans bruit, comme toujours, les yeux baissés, son uniforme de travail encore humide par endroits. Armand était assis derrière son bureau, le visage impénétrable. « Assieds-toi, Léonie. » Elle obéit, s'installant sur le bord de la chaise, les mains croisées sur ses genoux. Son visage ne trahissait aucune émotion. Armand la regardait avec attention. C'était étrange, maintenant qu'il y pensait, combien il savait peu de choses sur cette femme qu'il s'apprêtait à épouser dans 2 heures. Il savait qu'elle était orpheline, qu'elle avait grandi dans un hospice à Lyon, qu'elle était arrivée à Saint-Étienne il y a 3 ans en cherchant du travail, mais au-delà de ces faits basiques, elle restait un mystère complet. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai demandé de venir, » dit-il finalement. Elle ne répondit pas, évidemment. Elle le regardait simplement, ses yeux gris extraordinairement calmes. « Voilà, j'ai une proposition à te faire, une proposition qui va changer nos 2 vies. » Il se leva et commença à faire les 100 pas, les mains derrière le dos. « Tu sais que je traverse des difficultés financières, des difficultés graves. Mes créanciers veulent saisir mes biens, les manufactures, la maison familiale, tout. J'ai trouvé une solution légale pour protéger la fortune des Valcourt, mais elle nécessite ta coopération. » Il s'arrêta devant elle. « Je veux que tu m'épouses. » Le silence qui suivit était assourdissant. Léonie ne scia même pas. Ses mains restèrent parfaitement immobiles sur ses genoux. « C'est un arrangement purement formel, » continua Armand rapidement. « Un mariage sur papier seulement. Tu vivras à la maison, bien sûr, mais tu auras tes propres quartiers. Nous ne partagerons rien d'autre qu'un nom. En échange, je te verserai une somme mensuelle généreuse. Et lorsque tout sera terminé, lorsque j'aurai résolu mes problèmes financiers, nous pourrons divorcer discrètement et tu seras libre, avec assez d'argent pour vivre confortablement le reste de tes jours. » Il attendit une réaction. Rien. « Tu comprends ce que je te propose ?» Léonie hocha lentement la tête. « Alors, tu acceptes ?» Elle resta immobile un long moment, son regard gris fixé sur lui avec une intensité troublante. Puis, très lentement, elle hocha de nouveau la tête. Armand sentit un soulagement immense l'envahir. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait redouté un refus. « Parfait. Le notaire va t'apporter les documents à signer. Le mariage aura lieu à 15 heures à la mairie. Je veux que tu portes quelque chose de convenable. Madame Girard, la gouvernante, va t'aider. » Léonie se leva pour partir, mais Armand la retint d'un geste. « Une dernière chose. Tu ne dois jamais, jamais révéler la véritable nature de notre arrangement. À personne. Tu comprends ?» Elle le regarda longuement, et pour la première fois, Armand crut déceler quelque chose dans ses yeux. Une lueur qu'il ne parvint pas à identifier. Puis, elle hocha la tête une dernière fois et sortit sans bruit. Armand resta seul dans son bureau, une sensation étrange au creux de l'estomac. Il venait de conclure le marché le plus important de sa vie avec une femme qui ne pouvait pas dire un seul mot. Il se demanda, l'espace d'un instant, s'il n'était pas en train de commettre une terrible erreur. À 15 heures précises, dans la salle austère de la mairie de Saint-Étienne, Armand Valcourt et Léonie Marchal furent unis par le maire, M. Édouard Beaumont,
un homme bedonnant qui connaissait la famille Valcourt depuis toujours et qui fit de son mieux pour cacher sa stupéfaction. Léonie portait une robe simple en laine gris foncé que Madame Girard avait dénichée dans une armoire. Ses cheveux étaient toujours tirés en arrière, mais quelqu'un avait tenté d'y ajouter un petit peigne en écaille. Elle semblait fragile, presque fantomatique dans la lumière blafarde qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Armand, lui, portait son costume le plus sobre. Il regardait droit devant lui, le visage de marbre, pendant que le maire lisait les formules officielles d'une voix monocorde. « Monsieur Armand Jean-Baptiste Valcourt, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Léonie Catherine Marchal, ici présente ?»« Oui. »« Mademoiselle Léonie Catherine Marchal, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Armand Jean-Baptiste Valcourt, ici présent ?» Léonie hocha la tête. Le maire hésita. « Mademoiselle, je dois entendre votre consentement verbal. » Maître Bertrand, qui servait de témoin, s'avança rapidement. « Monsieur le maire, mademoiselle Marchal est dans l'incapacité physique de parler, mais son acquiescement est parfaitement clair. » Le maire fronça les sourcils, mal à l'aise. Il regarda Léonie, qui hocha de nouveau la tête avec force, les yeux fixés sur lui. « Très bien, marmonna-t-il. Je vous déclare donc unis par les liens du mariage. » Pas d'applaudissements, pas de félicitations. Seulement le grattement de la plume sur le registre et le bruit étouffé des pas sur le parquet ciré. Lorsqu'ils sortirent de la mairie, la nuit était déjà en train de tomber. Une bruine glacée continuait de tomber. Armand aida Léonie à monter dans son fiacre sans un mot, et ils rentrèrent à la demeure Valcourt dans un silence absolu. Madame Girard, la gouvernante, les attendait à l'entrée, le visage crispé. C'était une femme sèche d'une 50aine d'années qui travaillait pour la famille depuis 20 ans. Elle regarda Léonie avec un mélange de pitié et de mépris à peine dissimulé. « J'ai préparé la chambre bleue pour madame », dit-elle en détachant les mots avec difficulté, « au 2e étage, dans l'aile est. »« Merci, Girard, » répondit Armand sèchement. « Montrez-lui. » Il se tourna vers Léonie. « Je dois m'occuper de documents avec le notaire. Installe-toi, nous parlerons demain. » Et sans attendre de réponse, il disparut dans son bureau. Léonie suivit Madame Girard dans les escaliers, ses chaussures usées laissant de petites traces humides sur le tapis rouge. La gouvernante montait devant elle sans se retourner, la nuque raide. « Votre chambre, » dit-elle froidement en ouvrant une porte. « Le dîner sera servi à 20 heures dans la salle à manger. Vous devrez vous présenter correctement vêtu. » Léonie entra dans la pièce. C'était une chambre spacieuse aux murs bleu pâle, meublée d'un grand lit à baldaquin, d'une armoire en chêne massif et d'une coiffeuse. Une fenêtre donnait sur le jardin arrière, désormais plongé dans l'obscurité. Madame Girard referma la porte sans un mot de plus. Léonie resta immobile au milieu de la pièce, regardant autour d'elle. Puis, lentement, elle s'approcha de l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur pendaient plusieurs robes qui avaient probablement appartenu à la mère d'Armand, morte 10 ans auparavant. Des robes d'une autre époque, démodées, mais encore de bonne qualité. Elle en sortit une, la tenant contre elle devant le miroir de la coiffeuse. Pour la première fois depuis des heures, son visage changea. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire étrange, presque imperceptible. Elle avait attendu ce moment pendant 3 longues années. Maintenant, elle était Madame Valcourt, et la véritable histoire ne faisait que commencer. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les premières semaines du mariage furent étrangement calmes, comme si la demeure Valcourt retenait son souffle. Armand continuait de passer ses journées enfermé dans son bureau, multipliant les rendez-vous avec ses avocats et son notaire pour finaliser les transferts de propriété. Léonie, elle, occupait ses journées à explorer silencieusement sa nouvelle demeure, découvrant ses recoins, ses secrets. La maison des Valcourt était une imposante bâtisse de 3 étages construite au début du siècle, dans le quartier le plus huppé de Saint-Étienne. Ses hautes fenêtres à guillotine, ses moulures au plafond et ses parquets cirés témoignaient d'une époque de splendeur aujourd'hui révolue. Mais Léonie remarqua rapidement les signes de déclin, les rideaux élimés, les tapis usés,
les peintures écaillées que personne ne prenait plus la peine de retoucher. C'était une maison qui mourait lentement, comme son propriétaire. Madame Girard observait Léonie avec une méfiance grandissante. Cette femme qui avait nettoyé les bureaux de la manufacture se promenait maintenant dans les couloirs comme si elle en était la propriétaire, ce qui, techniquement, était désormais le cas. Un matin de février, alors que Léonie explorait le grenier poussiéreux, elle tomba sur une vieille malle recouverte d'une bâche. Elle souleva le couvercle avec précaution. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des documents jaunis, des lettres, des photographies anciennes. Elle en sortit une au hasard. C'était un portrait de famille datant d'au moins 30 ans. On y voyait un homme d'une quarantaine d'années, ressemblant vaguement à Armand, entouré d'une femme élégante et de 2 jeunes garçons. Au dos de la photographie, une inscription « Famille Valcourt, été 1853 ». Léonie étudia longuement le cliché, ses doigts fins traçant les contours des visages. Puis, elle le remit soigneusement dans la malle et continua son exploration. Au fond de la malle, sous une pile de vieilles lettres, elle trouva un journal intime relié de cuir. Elle l'ouvrit à la première page. L'écriture était fine, soignée, féminine. 12 mars 1852. Aujourd'hui, j'ai épousé Augustin Valcourt. Je devrais être heureuse, et pourtant... Léonie referma le journal et le glissa sous son tablier. Elle savait qu'elle venait de trouver quelque chose d'important. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, Armand et Léonie dînèrent ensemble. C'était une obligation sociale qu'Armand ne pouvait plus éviter. Des voisins, des associés, des membres de la bonne société de Saint-Étienne commençaient à poser des questions sur sa nouvelle épouse. Il devait la présenter, au moins en apparence, comme une véritable femme mariée. Madame Girard avait dressé la table de la salle à manger avec la vaisselle en porcelaine et l'argenterie familiale. Léonie, vêtue d'une des robes qu'elle avait trouvées dans l'armoire, était assise en face d'Armand. La robe, bien que démodée, lui allait étonnamment bien. Quelqu'un avait coiffé ses cheveux différemment, libérant quelques mèches qui encadraient maintenant son visage. Armand la regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Dans la lumière douce des chandeliers, elle n'était plus la femme de ménage invisible qu'il avait engagée 3 ans auparavant. Elle était autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. « La robe te va bien », dit-il maladroitement, rompant le silence. Léonie hocha la tête en signe de remerciement, ses yeux gris fixés sur lui avec cette intensité troublante qu'il commençait à connaître. « Je suppose que tu t'es habitué à la maison ?» Nouveau hochement de tête. Armand se sentait ridicule. Comment était-il censé avoir une conversation avec quelqu'un qui ne pouvait pas répondre ? « Écoute, » reprit-il en reposant ses couverts, « je sais que cette situation est inhabituelle. Pour nous deux. Mais nous devons trouver un moyen de cohabiter. Des gens vont venir ici, des associés, des créanciers, peut-être même des représentants de la justice. Nous devons leur donner l'impression que ce mariage est authentique. » Léonie le regardait sans ciller. « Tu comprends ce que je te demande ? Nous devons jouer un rôle. En public, tu es ma femme, pas seulement sur le papier. » Il s'attendait à un hochement de tête habituel, mais à la place, Léonie fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva lentement, contourna la table et s'approcha de lui. Armand se raidit, incertain de ses intentions. Elle s'arrêta à côté de sa chaise, puis tendit la main et toucha doucement son épaule. C'était un geste simple, presque tendre, mais il y avait quelque chose dans ce contact qui fit frissonner Armand. Puis elle retourna s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. « Très bien », murmura Armand, déstabilisé. « Très bien. » Le reste du dîner se passa dans un silence tendu. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Armand ne parvenait plus à considérer Léonie comme une simple pièce dans son plan. Elle était devenue réelle. Dans les semaines qui suivirent, d'étranges événements commencèrent à se produire dans la demeure Valcourt. Des événements que chacun interprétait à sa manière. Un matin, Madame Girard découvrit que tous les portraits de famille accrochés dans le grand salon avaient été déplacés pendant la nuit. Ils n'étaient
pas tombés, non. Ils avaient été soigneusement décrochés et repositionnés de façon que tous les personnages regardent vers la fenêtre donnant sur le jardin. « C'est elle !» marmonna la gouvernante en les remettant en place. « Cette femme nous porte malheur. » Un autre jour, le contremaître de la manufacture principale, M. Gérard Roussel, vint voir Armand en urgence. C'était un homme bourru d'une 50aine d'années qui travaillait pour les Valcourt depuis 25 ans. « Monsieur Valcourt, il y a un problème, dit-il en entrant dans le bureau sans frapper. Les ouvriers sont nerveux, ils disent qu'il se passe des choses bizarres à la manufacture. Des choses bizarres? Quel genre de choses? Demanda Armand avec irritation. Des outils qui disparaissent et réapparaissent ailleurs, des machines qui se mettent en marche toutes seules la nuit, et puis... Il hésita. Quoi? Plusieurs ouvriers jurent avoir vu quelqu'un dans l'ancien atelier de tissage. Celui qui est fermé depuis l'accident de 1878. Ils disent qu'ils ont vu une silhouette féminine qui marchait entre les vieilles machines. Armand se figea. Une silhouette féminine? Oui, une femme en robe sombre. Ils disent qu'elle les regardait travailler depuis les fenêtres de l'atelier désaffecté. C'est ridicule. Cet atelier est fermé à clé depuis 5 ans. Personne ne peut y entrer. Je sais, monsieur. C'est ce que je leur ai dit. Mais ils insistent. Certains refusent maintenant de travailler après la tombée de la nuit. Armand sentit une tension familière lui nouer l'estomac. L'ancien atelier de tissage, il n'y avait pas pensé depuis des années, ou plutôt, il s'était efforcé de ne plus y penser. Très bien, je vais aller vérifier, mais je veux que vous disiez aux ouvriers d'arrêter de répandre ces superstitions ridicules. Nous avons assez de problèmes sans qu'ils en inventent de nouveaux. Le soir même, Armand prit une lanterne et se rendit à la manufacture. La nuit était froide et claire, et ses pas résonnaient dans les rues désertes. Il avait les clés de tous les bâtiments, y compris celui de l'ancien atelier. Lorsqu'il ouvrit la lourde porte en fer, une bouffée d'air vicié lui frappa le visage. L'atelier était plongé dans l'obscurité totale. Il leva sa lanterne. Les vieilles machines à tisser se dressaient dans la pénombre, comme des squelettes métalliques. La poussière recouvrait tout d'une couche épaisse. Des toiles d'araignée pendaient des poutres du plafond. Personne n'était venu ici depuis l'accident. L'accident. Armand ferma les yeux, submergé par un souvenir qu'il avait tenté d'enfouir. C'était en mars 1878, 5 ans auparavant. Une ouvrière nommée Catherine Bergeron avait été happée par une des machines à tisser. La courroie de transmission s'était enroulée autour de son bras, puis de son corps, la broyant contre les engrenages. Ses cris avaient résonné dans toute la manufacture avant de s'arrêter brutalement. On l'avait retrouvée morte, son corps disloqué entre les rouages. L'enquête avait conclu à un accident dû à la négligence de l'ouvrière. Mais Armand savait la vérité. La machine était défectueuse. Il le savait depuis des semaines. Mais la réparer aurait coûté trop cher, aurait nécessité d'arrêter la production. Alors, il avait fermé les yeux. Il avait laissé les ouvriers continuer à travailler sur des équipements dangereux. Catherine Bergeron avait payé le prix de son avarice. Et maintenant, quelqu'un semblait hanter cet endroit. Armand fit le tour de l'atelier, inspectant chaque recoin. Rien. Aucune trace de présence récente. Les serrures n'avaient pas été forcées. Les fenêtres étaient intactes. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur une des vieilles machines, quelqu'un avait tracé des lettres dans la poussière. Il s'approcha, le cœur battant. Les lettres formaient un mot. Justice. Armand sentit la sueur perler sur son front. Qui avait écrit cela? Quand? Et surtout, pourquoi? Il effaça rapidement le mot avec sa manche et quitta l'atelier en verrouillant soigneusement la porte derrière lui. Mais cette nuit-là, dans son lit, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images de Catherine Bergeron broyées par la machine se mêlaient à celles de Léonie, debout dans la pénombre de l'atelier, traçant des lettres dans la poussière. Le lendemain matin, Armand décida d'en avoir le cœur net. Il attendit que Léonie descende pour le petit déjeuner, puis il l'aborda directement. « Léonie, as-tu été à la manufacture hier soir ?» Elle le regarda avec surprise, secouant lentement la tête. « En es-tu certaine? Dans l'ancien atelier de tissage. »
Nouveau hochement négatif, plus vigoureux cette fois. Ses yeux gris étaient grands ouverts, presque offensés par l'accusation. Armand l'étudia attentivement, cherchant un signe de mensonge. Mais son visage était parfaitement lisse, innocent. « D'accord, murmura-t-il. « D'accord, je te crois. » Mais il ne la croyait pas vraiment. Quelque chose ne collait pas. Trop de choses étranges se produisaient depuis leur mariage. Trop de coïncidences. Ce qu'Armand ignorait, c'est que Léonie n'avait effectivement pas mis les pieds dans cet atelier. Mais elle savait exactement qui l'avait fait. Le soir même, alors qu'Armand était parti dîner avec un créancier pour négocier un délai de paiement, Léonie monta au grenier. Elle sortit le journal intime qu'elle avait caché sous une latte du plancher et l'ouvrit à la lumière d'une bougie. Elle lut pendant des heures, tournant les pages jaunies avec précaution. C'était le journal de Mathilde Valcourt, la mère d'Armand, morte en 1873 d'une pneumonie. Mais ce n'était pas une mort naturelle que racontait le journal. 15 septembre 1872. Augustin devient de plus en plus violent. Hier soir, il m'a frappé parce que le dîner n'était pas à son goût. J'ai une ecchymose au visage que je dois cacher avec du maquillage. Je ne sais plus quoi faire. 3 novembre 1872. Il a congédié la cuisinière qui avait osé témoigner en ma faveur lors de notre dispute. Il contrôle tout maintenant. L'argent, les domestiques, mes sorties, je suis prisonnière dans ma propre maison. 28 janvier 1873. Je suis malade, très malade. Le médecin dit que c'est la grippe, mais je ne le crois pas. Depuis que je bois le tonique qu'Augustin me prépare chaque soir, je me sens de plus en plus faible. J'ai des vertiges, des nausées. Mon corps se consume de l'intérieur. Je crois qu'il m'empoisonne. 2 février 1873. C'est ma dernière entrée. Je n'ai plus la force d'écrire. Armand, mon fils bien-aimé, si tu lis un jour ces lignes, sache que ton père n'est pas l'homme que tu crois. Il est... L'écriture s'arrêtait là, devenant illisible. Mathilde Valcourt était morte le 5 février 1873, officiellement d'une pneumonie. Léonie referma le journal, le visage impassible. Elle savait depuis le début qu'Armand portait le poids d'une malédiction familiale. Mais elle n'avait pas imaginé à quel point les racines du mal étaient profondes. Ce n'était pas seulement l'accident de Catherine Bergeron qui hantait cette famille. C'étaient des décennies de crimes, de mensonges et de sang. Et Léonie était là pour s'assurer que chaque dette soit remboursée. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. C'était une fin d'après-midi de mars, lorsque tout bascula. Armand était dans son bureau, penché sur les livres de comptes, essayant désespérément de trouver une solution à ses problèmes financiers. Malgré le transfert de propriété, ses dettes continuaient de s'accumuler. Les créanciers devenaient de plus en plus menaçants. Et maintenant, il y avait ces rumeurs qui circulaient en ville sur son mariage suspect. Un coup ferme à la porte le fit sursauter. « Entrez !» Maître Bertrand entra, le visage décomposé. Il tenait dans ses mains tremblantes une enveloppe scellée. « Monsieur Valcourt, j'ai reçu ceci ce matin par courrier. C'est de la plus haute importance. » Armand prit l'enveloppe avec impatience et la décacheta. À l'intérieur se trouvait un document officiel portant le tampon du tribunal de Lyon. Il commença à lire et le sang quitta son visage. « C'est impossible, » murmura-t-il. « C'est impossible. » « Je l'ai vérifié 3 fois, » dit Bertrand d'une voix blanche. « C'est authentique. » Le document était un acte de naissance, daté de 1851, celui de Léonie Catherine Marchal, née le 12 avril 1851 à Lyon. Mais ce qui fit vaciller Armand, ce n'était pas le nom de sa mère, Catherine Bergeron. C'était le nom de son père, Augustin Valcourt. Armand relut le document 3 fois, 4 fois, comme si les mots allaient changer sous ses yeux. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. Bertrand sortit d'autres documents de sa sacoche. « J'ai fait des recherches après avoir reçu cela. Catherine Bergeron, l'ouvrière qui est morte dans votre manufacture en 1878, était la mère de Léonie. Elle avait eu une liaison avec votre père il y a 32 ans, avant son mariage avec votre mère.
Lorsque Catherine est tombée enceinte, votre père l'a congédiée et lui a versé une somme d'argent pour qu'elle parte et ne revienne jamais. Mais elle est revenue? Oui, en 1875. Son mari était mort. Elle n'avait plus d'argent. Elle est venue supplier votre père de l'aider. Il a refusé. Alors elle a accepté un travail d'ouvrière dans la manufacture sous son nom de femme mariée, Bergeron. Votre père ne l'a jamais reconnue. Ou peut-être qu'il a fait semblant de ne pas la reconnaître. Et Léonie? Catherine a laissé sa fille dans un hospice à Lyon lorsqu'elle avait 8 ans, avant de revenir ici. Elle envoyait de l'argent quand elle le pouvait. Léonie est restée à l'hospice jusqu'à ses 29 ans. Puis elle a appris que sa mère était morte dans un accident industriel à Saint-Étienne. Elle est venue ici en 1880. Elle a trouvé du travail dans votre manufacture. Armand sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'effondra dans son fauteuil. « Mon Dieu, murmura-t-il, mon Dieu, elle est votre demi-sœur, oui. » Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les événements des derniers mois s'éclairaient soudain d'une lumière nouvelle, terrible. « Elle savait, dit Armand d'une voix rauque, depuis le début, elle savait qui j'étais, qui elle était. C'est probable, oui. C'est pour ça qu'elle a accepté le mariage. C'est pour ça qu'elle est restée silencieuse pendant 3 ans, travaillant comme femme de ménage. Elle attendait le moment parfait pour... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Monsieur Valcourt, dit Bertrand d'une voix grave, votre mariage avec votre demi-sœur est illégal. Si cette information devient publique, non seulement le mariage sera annulé, mais vous serez poursuivi pour inceste. Les transferts de propriété seront invalidés. Vous perdrez tout. » Et elle le sait, murmura Armand. C'est exactement ce qu'elle veut. Il se leva brusquement, renversant son fauteuil. « Où est-elle? Où est Léonie ?»« Je l'ai vue partir il y a 1 heure, répondit Bertrand. Elle est allée à la manufacture principale. » Armand attrapa son manteau et sortit en trombe, laissant le notaire seul dans le bureau. Lorsqu'Armand arriva à la manufacture, le soleil se couchait déjà, projetant de longues ombres orangées sur les bâtiments de briques. La plupart des ouvriers étaient déjà partis. Seuls quelques contremaîtres finissaient leur journée. Il traversa la cour principale et se dirigea directement vers l'ancien atelier de tissage. La porte était ouverte. Son cœur se mit à battre plus vite. Il entra, sa respiration formant de petits nuages dans l'air glacé de l'atelier désaffecté. Léonie. Sa voix résonna dans l'espace vide. Il leva sa lanterne. Elle était là, debout, près de la machine où sa mère était morte. Elle portait une robe sombre et avait dénoué ses cheveux qui tombaient maintenant librement sur ses épaules. Dans la lumière déclinante qui filtrait par les fenêtres crasseuses, elle ressemblait à une apparition. « Pourquoi ?» cria Armand en s'avançant vers elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Léonie ne bougea pas. Elle le regardait simplement, son visage pâle, parfaitement calme. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu savais qui tu étais. Tu savais qui j'étais. Tu as passé 3 ans à jouer ce rôle, à attendre le moment parfait. » Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, haletant. « Tu as tout planifié. Le mariage, les transferts de propriété. Tu voulais me détruire. » Léonie inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à sa question. Puis, très lentement, elle porta la main à son cou et en sortit un médaillon qu'elle portait sous sa robe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature. Une femme d'une 30aine d'années, au visage doux et aux yeux tristes, Catherine Bergeron. « Tu veux que je paye pour ce qui est arrivé à ta mère ?» murmura Armand. « C'est ça? Tu veux que je paye pour l'accident ?» Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Léonie secoua lentement la tête. Non, ce n'était pas ça. Puis elle fit quelque chose qu'Armand n'avait jamais vu. Elle ouvrit la bouche, et elle parla. Sa voix était rauque, hésitante, comme si les mots lui étaient étrangers après tant d'années de silence. Ce n'était pas un accident. Armand la fixa, pétrifié. « Quoi ? Ma mère ?» continua Léonie avec difficulté, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. « Elle a été poussée vers la machine. Je l'ai vue. J'étais là. C'est impossible.
Tu étais à Lyon. Non, j'étais revenu pour la voir, pour lui dire que l'hospice fermait, que j'avais besoin d'elle. Les mots se déversèrent maintenant plus facilement, comme si un barrage s'était rompu. J'étais caché, près de l'entrée. Je la regardais travailler. Et puis, je l'ai vue. Qui? Qui as-tu vu? Ton père, Augustin Valcourt. Armand sentit le sol se dérober sous lui. Non. Il est venu vers elle, ils ont parlé. Elle pleurait, elle le suppliait. De l'argent, pour moi. Il a refusé. Elle s'est mise à crier. Qu'elle allait révéler la vérité, qu'elle allait dire à tout le monde ce qu'il avait fait, qu'il avait une fille illégitime. Léonie s'avança d'un pas, ses yeux gris brillants dans la pénombre. Alors il l'a poussée, vers la machine en marche. Elle a essayé de se rattraper, mais la courroie l'a happée, et lui, il est resté là, à regarder. Il est resté là, et il a regardé la machine la broyer. Armand reculait lentement, secoué par ce qu'il entendait. Et quand c'était fini, continua Léonie d'une voix de plus en plus ferme, il a appelé les autres, il a crié qu'il y avait eu un accident. Personne n'a remis sa version en question. Pourquoi l'aurait-on fait? C'était monsieur Valcourt, après tout. Tu mens, murmura Armand. Tu inventes tout ça pour... Pourquoi le détruire, sa fortune? Léonie eut un rire amer. Je me fiche de sa fortune. Je me fiche de tout ça. Je veux juste que vous payiez. Lui et toi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu savais. Pour la machine. Tu savais qu'elle était défectueuse. Tu aurais pu la réparer. Tu aurais pu sauver ma mère. Mais tu n'as rien fait. Exactement comme ton père. Armand secoua la tête avec véhémence. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'il l'avait poussée. Je pensais vraiment que c'était un accident. Mais tu savais que la machine était dangereuse. Et tu n'as rien fait. Le silence qui suivit était lourd de vérité. Armand ne pouvait pas le nier. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il finalement épuisé. Léonie sourit. C'était un sourire froid, calculé. « Je veux ce qui m'appartient. Je suis la fille d'Augustin Valcourt. Je suis son héritière. Et maintenant que je suis ta femme, tout ce qui était à lui, tout ce qui est à toi, est légalement à moi. Tu vas tout prendre. Oui, chaque franc, chaque propriété, chaque machine. Et puis, je vais tout détruire. Je vais fermer les manufactures. Je vais vendre la maison. Je vais effacer le nom des Valcourt de cette ville. Tu es folle. Non, je suis juste. Armand recula encore, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Si tu révèles qui tu es vraiment, notre mariage sera annulé. Tu ne pourras rien garder. Oh, je ne révélerai rien, répondit Léonie calmement. Notre petit secret restera entre nous. Légalement, je suis Léonie Marchal, orpheline sans famille. Personne ne fera jamais le lien. Elle s'avança vers lui. Mais toi, tu sauras. Chaque jour, tu sauras que tu as épousé ta sœur, que tu vis sous le même toit qu'elle, que tout ce que tu as construit, tout ce que ta famille a bâti pendant 3 générations, appartient maintenant à la fille illégitime que ton père a essayé de faire disparaître. Armand voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Il était piégé, complètement piégé. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Les semaines qui suivirent la confrontation dans l'ancien atelier furent un cauchemar éveillé pour Armand. Il vivait désormais sous le même toit qu'une femme qui le haïssait, qui avait orchestré sa ruine avec une patience et une précision terrifiantes, et avec laquelle il partageait un secret qui pourrait les détruire tous les deux. Léonie avait repris son silence habituel, mais tout avait changé. Elle ne baissait plus les yeux devant lui. Elle ne s'effaçait plus dans les couloirs. Elle marchait dans la maison comme si elle en était la véritable maîtresse, ce qui était désormais le cas d'un point de vue légal. Madame Girard sentait le changement de dynamique, et cela la terrorisait. Elle avait commencé à obéir aux ordres de Léonie, même si cela lui coûtait. Les autres domestiques suivaient son exemple. Un matin, Armand découvrit que Léonie avait fait retirer tous les portraits d'Augustin Valcourt de la maison. Ils étaient entassés dans le grenier, tournés face au mur. « C'est ma maison maintenant, dit-elle simplement lorsqu'il l'affronta. Je décide de ce qui y reste. »
Armand voulut protester, mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle avait raison. C'était sa maison. Mais Léonie n'avait pas encore fini. Son plan allait bien au-delà de la simple appropriation de la fortune des Valcourt. Elle commença par convoquer les contremaîtres des 3 manufactures pour une réunion extraordinaire. Ils arrivèrent, perplexes, se demandant pourquoi la nouvelle Madame Valcourt voulait les voir. Léonie se tenait derrière le grand bureau d'Armand, vêtue d'une robe noire austère. Devant elle étaient disposés les registres de salaire des 20 dernières années. Armand assistait à la réunion, assis dans un coin de la pièce, comme un invité dans son propre bureau. « Messieurs, dit Léonie d'une voix claire et ferme, j'ai examiné les comptes des manufactures Valcourt. Ce que j'y ai découvert est édifiant. » Les contremaîtres échangèrent des regards inquiets. « Pendant les 20 dernières années, continua-t-elle, les salaires des ouvriers ont été systématiquement sous-évalués. Les conditions de sécurité ont été négligées, entraînant plusieurs accidents graves, dont certains mortels. Les heures supplémentaires n'ont pas été payées. Les enfants ont été employés illégalement. » Elle posa ses mains à plat sur le bureau. « Tout cela va changer, immédiatement. » Gérard Roussel, le contremaître en chef, se racla la gorge. « Madame Valcourt, avec tout le respect que je vous dois, ces pratiques sont standards dans l'industrie. Nous ne sommes pas différents des autres manufactures. »« Alors nous serons les premiers à être différents, » répondit Léonie froidement. « À partir de demain, tous les salaires seront augmentés de 20%. Les heures de travail seront réduites à 10 heures par jour maximum. Aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé. Les machines seront inspectées et réparées régulièrement. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. « Madame, » intervint un autre contremaître, « c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous permettre. Nous le pouvons et nous le ferons. J'ai examiné les comptes. L'argent est là. Il a simplement été détourné vers d'autres priorités. » Son regard se posa brièvement sur Armand, qui serrait les mâchoires. « Ces changements seront mis en place immédiatement. Si l'un de vous refuse, il sera remplacé. » Les contremaîtres partirent en murmurant entre eux, abasourdis. Lorsque la porte se referma derrière eux, Armand explosa. « Tu es folle. Ces réformes vont nous ruiner. »« Elles vont vous ruiner, vous, » corrigea Léonie. « Pas nous, pas moi. Tu ne comprends pas comment fonctionne une industrie. On ne peut pas simplement tripler les coûts et espérer survivre. Je comprends parfaitement. Et je m'en fiche. » Elle le regarda avec un mélange de mépris et de satisfaction. « Tu vois, Armand, c'est là toute la beauté de mon plan. Je vais te forcer à faire ce qui est juste. Tu vas payer des salaires décents. Tu vas offrir des conditions de travail humaines. Tu vas réparer les machines dangereuses. Et si cela te ruine, tant mieux. Au moins, tu seras ruiné pour les bonnes raisons. Tu me détestes tant que ça? Je déteste ce que tu représentes. Je déteste l'héritage de ta famille. Je déteste chaque franc qui a été gagné sur le dos de gens comme ma mère. » Armand s'effondra dans un fauteuil, le visage entre les mains. « Il doit y avoir un moyen de sortir de cette situation. »« Il n'y en a qu'un seul, » dit Léonie doucement. « Révéler la vérité sur notre lien de parenté, faire annuler le mariage. Mais si tu fais ça, tout le monde saura que tu as épousé ta demi-sœur. Tu seras ruiné socialement. Tu risques la prison. Et de toute façon, je témoignerai sur ce que ton père a fait à ma mère, sur ce que tu savais concernant les machines défectueuses. Tu ne t'en sortiras pas indemne. » Elle se pencha vers lui. « Alors tu as le choix. Soit tu continues à jouer le rôle du mari respectueux pendant que je démantèle tranquillement ton empire. Soit tu révèles tout et tu t'autodétruis. Dans les deux cas, tu perds. » Mais Léonie avait sous-estimé une chose, le désespoir d'un homme acculé. Cette nuit-là, Armand resta éveillé jusqu'à l'aube, réfléchissant. Il y avait peut-être une troisième option, une option que Léonie n'avait pas anticipée. Il pouvait la tuer. Cette pensée le frappa avec une clarté terrible. Si Léonie mourait dans un accident, il hériterait de tout ce qui était désormais en son nom. Le problème serait résolu. Personne ne connaîtrait jamais la vérité sur leur lien de parenté. Il passa les jours suivants à observer Léonie, étudiant ses habitudes, ses déplacements. Elle se promenait souvent seule dans le jardin le soir.
Elle empruntait l'escalier principal dont plusieurs marches étaient usées et instables. Un accident serait si facile à arranger. Mais chaque fois qu'il s'apprêtait à agir, quelque chose le retenait. Pas la morale, pas la compassion, mais la peur. La peur que Léonie ait anticipé même cette possibilité. La peur qu'elle ait laissé des lettres, des témoignages, des preuves qui seraient révélées en cas de mort suspecte. C'est maître Bertrand qui, sans le vouloir, lui donna la réponse. Le notaire vint le voir un après-midi de fin mars, l'air encore plus sombre que d'habitude. « Monsieur Valcourt, j'ai de mauvaises nouvelles. Très mauvaises. »« Quoi encore ?» soupira Armand. « J'ai reçu une convocation du tribunal. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de la mort de Catherine Bergeron en 1878. » Armand se figea. « Quoi? Comment? Pourquoi maintenant, après 5 ans? Quelqu'un a déposé une plainte formelle, affirmant détenir de nouvelles preuves, suggérant que ce n'était pas un accident. Qui? Qui a déposé cette plainte? » Bertrand consulta ses documents. « Une certaine Léonie Marchal Valcourt. » Armand sentit le sol s'effondrer sous lui pour la 2e fois en quelques semaines. Elle a porté plainte contre son propre père. Contre Augustin Valcourt, oui. Posthume, évidemment, puisqu'il est mort en 1881. Mais si l'enquête conclut qu'il y a eu meurtre, cela aura des conséquences légales importantes. Lesquelles? La fortune des Valcourt pourrait être considérée comme ayant été obtenue par des moyens criminels. Les héritiers pourraient être contraints de payer des réparations à la famille de la victime. Dans ce cas, Léonie, en tant qu'unique fille de Catherine Bergeron et d'Augustin Valcourt, serait l'unique héritière légitime de tout, compléta Armand d'une voix blanche. Exactement. Armand se mit à rire. Un rire amer, désespéré. Elle a pensé à tout, à chaque détail. Il regarda Bertrand. Et si je révèle la vérité sur notre lien de parenté maintenant? Si je fais annuler le mariage? Cela ne changera rien à l'enquête sur le meurtre. Si elle prouve que votre père a tué sa mère, elle héritera quand même. Mariage, ou pas. Armand ferma les yeux. Il était échec et mat. Ce soir-là, il y eut un dîner formel à la demeure Valcourt. Plusieurs notables de Saint-Étienne avaient été invités, curieux de rencontrer la mystérieuse nouvelle Madame Valcourt. Léonie descendit l'escalier principal, vêtue d'une robe de soirée en soie noire, qui avait appartenu à Mathilde Valcourt. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré, et elle portait les bijoux de famille. Les invités furent surpris. Cette femme, dont ils avaient entendu dire qu'elle n'était qu'une simple femme de ménage, avait l'allure et le maintien d'une aristocrate. Pendant le dîner, Léonie resta silencieuse, comme on pouvait s'y attendre d'une femme muette. Mais sa présence était magnétique. Les invités ne pouvaient s'empêcher de la regarder, fascinés par cette énigme vivante. Armand, lui, buvait plus que de raison, son regard ne quittant pas Léonie. À un moment, M. Beaumont, le maire, se pencha vers lui. « Votre épouse est... remarquable, Valcourt. Vraiment. Comment avez-vous fait pour la convaincre de vous épouser ?» Armand eut un sourire tordu. « Je n'ai pas eu à la convaincre, Beaumont. C'est elle qui m'a choisi. » Après le départ des invités, Armand trouva Léonie dans le salon, observant la ville par la fenêtre. « Tu as gagné, dit-il simplement. Tu as gagné sur tous les fronts. Je n'ai plus aucune carte à jouer. » Léonie se retourna vers lui. « Ce n'était jamais une question de gagner, répondit-elle de sa voix rauque. C'était une question de justice. » « Justice? Tu appelles ça de la justice? Tu as détruit ma vie. J'ai révélé la vérité, c'est différent. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Que je m'agenouille? Que je te supplie ?» Léonie s'approcha de lui lentement. « Je veux que tu comprennes ce que ma mère a ressenti quand ton père l'a poussée vers cette machine. Je veux que tu saches ce que c'est que d'être impuissant, piégé, sans issue. Elle était maintenant tout près de lui, et je veux que tu vives avec ça, chaque jour, pour le reste de ta vie. » 3 mois passèrent. L'enquête sur la mort de Catherine Bergeron progressait lentement, mais sûrement. Léonie avait fourni aux autorités son témoignage détaillé, ainsi que plusieurs lettres que Catherine avait écrites avant sa mort, décrivant ses confrontations avec Augustin Valcourt.
Il n'y avait pas assez de preuves pour conclure de manière certaine au meurtre. Augustin était mort, et les témoins directs n'existaient plus. Mais le doute était suffisamment fort pour que le tribunal ordonne une révision complète de la succession Valcourt. Pendant ce temps, les réformes que Léonie avait imposées dans les manufactures commençaient à porter leurs fruits. Paradoxalement, contre toute attente d'Armand, les ouvriers travaillaient avec plus d'ardeur maintenant qu'ils étaient mieux payés et mieux traités. La productivité augmentait, les accidents du travail avaient pratiquement disparu. Les autres industriels de Saint-Étienne observaient ces changements avec un mélange de méfiance et de curiosité. Certains commençaient même à envisager d'adopter des pratiques similaires. Léonie était en train de transformer non seulement les manufactures Valcourt, mais l'ensemble de l'industrie textile de la région. Un soir de juin, Armand entra dans la bibliothèque et trouva Léonie en train de lire. Elle lisait souvent maintenant, rattrapant toutes ces années où elle n'en avait pas eu l'occasion. « J'ai reçu une lettre de mon avocat aujourd'hui », dit-il sans préambule. « Il me conseille de quitter le pays, de partir avant que les résultats de l'enquête ne soient officiels. » Léonie leva les yeux de son livre. « Et tu vas le faire ?»« Non. » Il s'assit lourdement dans un fauteuil en face d'elle. « Tu sais ce qui est étrange? Au début, je te haïssais. Je haïssais ce que tu m'avais fait. Mais maintenant, il s'interrompit, cherchant ses mots. Maintenant, je commence à comprendre. Ce que mon père a fait, ce que j'ai fait. Les gens que nous avons blessés pour préserver notre fortune, notre nom. » Il la regarda directement dans les yeux. « Tu avais raison. Nous devions payer. » Léonie referma son livre doucement. « Ce n'est pas à moi que tu dois présenter des excuses, Armand. C'est aux centaines d'ouvriers qui ont travaillé dans tes manufactures. C'est à leur famille. C'est à ma mère. Je sais. » Un long silence s'installa entre eux. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda finalement Armand. « Maintenant que tu as gagné, que tu as la fortune, la maison, les manufactures ?» Léonie se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le jardin était baigné par la lumière dorée du couchant. « Je vais créer une fondation, » dit-elle calmement, « en mémoire de ma mère, pour aider les femmes qui travaillent dans les usines, pour leur offrir une éducation, des opportunités, une voix. » Elle se retourna vers lui. « Et je vais raconter notre histoire. L'histoire de Catherine Bergeron et d'Augustin Valcourt. Pas comme un scandale, mais comme un avertissement. Pour que les gens se souviennent de ce qui arrive quand le profit passe avant l'humanité. Même si cela révèle qui tu es vraiment. » « Ma sœur ?» Léonie hocha lentement la tête. « Oui, même ça, parce que c'est la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a plus de valeur que toutes les fortunes du monde. » Armand sentit quelque chose se briser en lui. Toute la résistance, toute l'amertume, toute la colère qui l'habitait depuis des mois s'évanouirent d'un coup. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Ce que tu aurais dû faire dès le début, » répondit Léonie. « Assumer la responsabilité, réparer ce qui peut l'être, et vivre avec le reste. » 2 semaines plus tard, Armand convoqua une réunion extraordinaire de tous les ouvriers des 3 manufactures Valcourt. C'était la première fois dans l'histoire de l'entreprise qu'une telle réunion avait lieu. Plus de 400 hommes, femmes et même quelques adolescents se rassemblèrent dans la grande cour de la manufacture principale. Le soleil de juin brillait dans un ciel d'azur et une tension palpable flottait dans l'air. Armand se tenait sur une estrade improvisée, Léonie à ses côtés. Il avait les traits tirés, mais son regard était clair et déterminé. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix forte qui porta dans toute la cour. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous faire des aveux qui auraient dû être faits il y a longtemps. » Un murmure parcourut la foule. « Il y a 7 ans, en mars 1878, une de vos collègues, Catherine Bergeron, est morte dans un accident dans l'ancien atelier de tissage. L'enquête a conclu à un accident dû à une négligence de sa part. » Il marqua une pause, sa main serrant le bord de l'estrade. C'était un mensonge. La vérité est que la machine qui l'a tué était défectueuse depuis des semaines. Je le savais. Mon père le savait. Nous aurions dû la réparer, arrêter la production, protéger vos vies. Nous ne l'avons pas fait parce que cela aurait coûté de l'argent, parce que cela aurait ralenti la production. Le silence qui suivit
était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur lui. Catherine Bergeron est morte parce que nous avons choisi le profit plutôt que votre sécurité. Et elle n'était pas la première. Combien d'entre vous ont perdu des doigts, des mains, des membres dans des accidents qui auraient pu être évités? Combien d'entre vous ont vu des collègues mourir ou être estropiés? Des têtes s'inclinèrent, des larmes coulèrent, des mains se serrèrent. Je ne peux pas ramener Catherine Bergeron. Je ne peux pas effacer les blessures et les morts, mais je peux reconnaître la vérité. Je peux assumer ma responsabilité. Il se tourna vers Léonie. La femme qui se tient à mes côtés est Léonie Marchal-Valcourt, mon épouse, mais elle est aussi la fille de Catherine Bergeron. Elle a travaillé pendant 3 ans dans mes bureaux, invisible, silencieuse, attendant le moment de révéler la vérité. Un murmure de surprise parcourut la foule. C'est elle qui a exigé les réformes que vous connaissez maintenant. L'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, la réparation des machines. C'est elle qui a forcé cette famille à faire ce qui aurait toujours dû être fait. Armand prit une grande inspiration. À partir d'aujourd'hui, toutes les manufactures Valcourt appartiendront à une fondation créée en mémoire de Catherine Bergeron et de toutes les personnes qui ont souffert pour construire cette fortune. Une partie des bénéfices ira aux ouvriers sous forme de participation au profit. Une autre partie servira à créer des écoles, des hôpitaux, des refuges pour les travailleurs et leurs familles. Il leva la main pour calmer les exclamations qui fusaient. « Je ne demande pas votre pardon, je ne le mérite pas. Mais je demande que vous me permettiez de consacrer le reste de ma vie à réparer autant que possible les torts que ma famille a causés. » Il descendit de l'estrade. La foule s'ouvrit devant lui et Léonie. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'ancien atelier de tissage. Armand ouvrit la porte et entra. Léonie le suivit. « C'est ici que tout a commencé, dit-il doucement, et c'est ici que cela doit se terminer. » Il s'approcha de la machine où Catherine était morte. Quelqu'un avait posé un bouquet de fleurs séchées à cet endroit, un hommage anonyme qui avait dû être déposé il y a des années. « Je suis désolé, murmura-t-il, pour ce que mon père a fait, pour ce que j'ai permis. » Léonie s'agenouilla et toucha doucement la machine, ses doigts traçant les engrenages qui avaient broyé sa mère. « Elle aurait aimé te voir comme ça, dit-elle finalement, honnête, repentant, humain. Tu crois qu'elle me pardonnerait? Non, mais peut-être qu'elle comprendrait que tu essaies. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. » Ils restèrent là un long moment, dans la pénombre poussiéreuse de l'atelier désaffecté, 2 personnes liées par le sang et le crime, essayant de trouver un moyen de vivre avec leur histoire. Juin 1888. Saint-Étienne avait changé. Les manufactures Valcourt, désormais gérées par la fondation Catherine Bergeron, étaient devenues un modèle d'industrie éthique. D'autres entreprises de la région avaient suivi leur exemple, pressées par leurs ouvriers qui exigeaient maintenant les mêmes conditions. L'ancienne demeure Valcourt avait été transformée en école pour les enfants des ouvriers. Les murs qui avaient abrité tant de secrets et de souffrances résonnaient maintenant de rires et de leçons. Léonie vivait dans une maison plus modeste en bordure de la ville. Elle avait fait annuler son mariage avec Armand dès que l'enquête sur la mort de sa mère avait été conclue. Le scandale avait été énorme, mais bref. L'histoire de Catherine Bergeron, de son meurtre par Augustin Valcourt et de la vengeance calculée de sa fille était devenue légendaire. Certains la considéraient comme une héroïne, d'autres comme une manipulatrice. Elle s'en fichait. Elle avait obtenu ce qu'elle cherchait, la vérité et un certain degré de justice. Armand, lui, avait quitté Saint-Étienne. On disait qu'il vivait à Lyon, travaillant comme simple comptable dans une petite entreprise. Il avait renoncé à tout, son nom, sa fortune, son statut. Certains disaient qu'il était devenu fou, d'autres qu'il avait trouvé la paix. Léonie ne savait pas. Elle ne l'avait pas revu depuis le jour où ils avaient annulé leur mariage. Par une belle journée d'été, Léonie se rendit au cimetière municipal. Elle marchait lentement entre les tombes, un bouquet de roses blanches à la main. Elle s'arrêta devant une pierre tombale simple. Catherine Bergeron,
1823-1878, ouvrière et mère, sa mort ne sera pas oubliée. Léonie déposa les fleurs et s'agenouilla. « Bonjour, maman », murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle prononçait ce mot depuis des années. Sa voix, longtemps muette, longtemps silencieuse, était maintenant claire et forte. « Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si ma vengeance t'aurait rendue heureuse ou si elle t'aurait brisé le cœur. Mais j'ai essayé de faire ce qui était juste. » Elle toucha la pierre froide. « La fondation prospère. Les ouvriers ont maintenant une vie meilleure. Ton histoire est connue. Tu n'es plus invisible. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais je t'ai perdu. Et aucune vengeance, aucune justice ne pourra jamais combler ce vide. » Elle resta là longtemps, dans le silence du cimetière, pleurant la mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue et la vie qu'elle n'avait jamais pu partager. Finalement, elle se leva et commença à s'éloigner. Mais elle s'arrêta en voyant une silhouette debout près de l'entrée du cimetière. Un homme d'une 50aine d'années, les cheveux gris, le visage marqué par le temps et le remords. Armand. Ils se regardèrent un long moment à travers les rangées de tombes. Puis, lentement, Armand s'approcha. « Je ne savais pas que tu serais là, » dit-il maladroitement. « Je viens tous les dimanches. » Ah ! Un silence inconfortable s'installa. « Comment vas-tu » demanda finalement Léonie. « Je travaille, je vis, je respire. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. »« Moi aussi. » Armand regarda la tombe de Catherine. « Je viens parfois ici aussi, pour lui demander pardon. Je ne pense pas qu'elle puisse m'entendre, mais elle t'entend peut-être. Qui sait ?» Armand eut un sourire triste. « Tu as changé le monde, Léonie. Tu as fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Tu as transformé la mort de ta mère en quelque chose de significatif. » Ce n'était jamais censé être significatif. C'était censé être de la justice. Peut-être que c'est la même chose. Léonie le regarda longuement. Cet homme qui avait été son ennemi, son mari, son frère. Cet homme qui portait le poids des péchés de son père et des siens propres. « Tu crois qu'on peut vraiment se racheter, Armand, après tout ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, mais je crois qu'on peut essayer. Et peut-être que c'est tout ce qui compte. » Léonie hocha lentement la tête. « Peut-être. » Elle commença à s'éloigner, puis se retourna une dernière fois. « Au revoir, Armand. Au revoir, Léonie. » Ils partirent dans des directions opposées, deux âmes brisées essayant de trouver la rédemption dans un monde qui ne pardonne jamais vraiment. Mais alors que Léonie marchait dans les rues ensoleillées de Saint-Étienne, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, une petite lueur d'espoir. Peut-être que la justice n'était pas seulement une question de vengeance, peut-être qu'elle était aussi une question de reconstruction, de transformation, de donner un sens à la souffrance. Elle pensa à tous les ouvriers qui travaillaient maintenant dans de meilleures conditions, aux enfants qui apprenaient à lire et à écrire dans l'école qu'elle avait créée, aux femmes qui trouvaient refuge et soutien dans la fondation. Sa mère n'était plus là, mais son héritage vivait à travers tout cela. Et c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. Ce soir-là, Léonie s'assit à son bureau et ouvrit un nouveau journal. Sur la première page, elle écrivit « Histoire de Catherine Bergeron et de sa fille, un testament de justice et de vérité par Léonie Marchal ». Puis elle commença à écrire. Elle écrivit l'histoire de sa mère, de son enfance, de son amour pour Augustin Valcourt, de sa trahison, de sa mort. Elle écrivit sur les années qu'elle avait passées à l'hospice, rêvant d'une mère qu'elle ne connaissait pas. Elle écrivit sur sa décision de venir à Saint-Étienne, de travailler dans la manufacture, d'attendre patiemment son moment. Elle écrivit toute la nuit, les mots coulant sur le papier comme si sa mère les lui murmurait à l'oreille. Lorsque l'aube se leva sur Saint-Étienne, illuminant les cheminées des manufactures qui crachaient désormais une fumée plus propre, Léonie posa sa plume. L'histoire était terminée, mais son combat, lui, ne faisait que commencer, car maintenant d'autres femmes allaient lire son histoire. D'autres ouvriers allaient apprendre ce qui s'était passé. D'autres victimes de l'injustice industrielle allaient trouver l'inspiration pour se battre. Catherine Bergeron n'était pas morte en vain, et Léonie Marchal
avait transformé sa douleur en un héritage qui durerait des générations. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.